journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'a pas changé, il a appris. À quelques mois de la fin de son quinquennat, Emmanuel Macron a fait le bilan d'une mandature, confessé quelques erreurs tout en se projetant vers l'avenir. On ne transforme pas un pays en 5 ans, a expliqué le chef de l'État qui n'a rien dit sur sa candidature. Cela ne l'a pas empêché de semer quelques indices ici et là avec un souci, rassembler et reconquérir les déçus du macronisme, Louis Dragnel. Eh bien, il a voulu parler à ses électeurs du premier tour de l'élection de 2017. Des personnes issues principalement de la gauche et du centre droit. Il se place ainsi clairement dans une stratégie de premier tour. Il veut donc d'abord et avant tout remobiliser son camp, lui montrer qu'il n'a pas changé, sans forcément chercher à convaincre ni à élargir sa base. D'ailleurs, il n'a presque pas été question d'immigration, de sécurité ou de lutte contre l'islamisme, des thèmes qui sont chers à la droite. Ensuite, son intention a été d'essayer de faire diminuer les sentiments hostiles, voire haineux, manifestés contre lui par certains Français pendant le quinquennat. Il a beaucoup utilisé la corde sensible, l'émotion, les silences et les regrets, sans pour autant aller jusqu'à présenter des excuses. Pour terminer, Emmanuel Macron a tenté de solder son bilan et poser un acte de plus pour sa candidature, dont on sait qu'elle devrait être annoncée le plus tard possible. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Alors, pas de déclaration officielle de candidature pour Emmanuel Macron hier soir. Ceci dit, il n'a pas attendu pour défendre son bilan économique et au passage tacler ses adversaires potentiels. À commencer par le chômage dont le taux s'est stabilisé à 8,1% de la population active. Malgré la crise, Emmanuel Macron en a aussi profité pour critiquer les propositions des candidats à sa succession. Il y en a eu pour tout le monde. L'annulation des dettes publiques proposée par la gauche radicale, irréaliste quant à la suppression de 150 000 fonctionnaires défendus par Valérie Pécresse. C'est une mesure impensable et pas sérieuse pour lui. Où sont les fonctionnaires? L'éducation nationale, vous m'avez dit à juste titre, le plus important, c'est nos enfants. Il faut faire quoi? Réduire le nombre de professeurs? Il faut réussir à innover. Il faut réussir à ce qu'il y ait plus de temps de professeurs avec les élèves, soit en classe, soit en accompagnant les devoirs. Donc oui, on doit améliorer le système. Mais est-ce qu'on peut dire, je peux supprimer la moitié des postes d'enseignants? Voyons. Où sont les fonctionnaires? Les policiers? On les a remis en place parce qu'il en fallait sur le terrain et que nos compatriotes à juste titre veulent de la sécurité. Où sont les fonctionnaires? Les magistrats? Les mêmes qui nous disent ça nous disent il faut au moins 9 000 ou 10 000 magistrats. Quelle division? Quel bataillon? Lesquels? Où? Il faut du sérieux. Donc oui, il faut un État plus efficace. Mais c'est pas vrai que le cœur des économies, à l'échelle de 5 ou 10 ans, ce sera dans la réduction du nombre de fonctionnaires. Emmanuel Macron hier soir au cours de son interview sur TF1 et LCI, entretien très critiqué par l'opposition qui tire à boulet rouge ce matin sur le chef de l'État. Macron est le président du grand déclassement pour Éric Zemmour. Opération de propagande, raille le député Les Républicains Éric Ciotti. Jean-Luc Mélenchon moque la prestation d'un moulin à parole égocentré, tiède et sans souffle. Les Verts y voient pour leur part une séance d'auto-justification pénible sans réelle contradiction. Voilà, la bataille de la présidentielle est lancée. Eh bien justement, Europe 1 inaugure ce matin ces débats de la présidentielle. Ce sera à 8h13. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, sera face à Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Ça durera jusqu'à 8h45. Pour l'heure, 7h05, il a aussi été question hier soir de la crise sanitaire. L'exécutif est plus que jamais aux aguets, Christophe. Oui, Gabriel Attal a avancé le chiffre de 4000 malades en réanimation autour des fêtes. Un conseil de défense sanitaire est prévu d'ailleurs demain après-midi à l'Elysée. 2 nouvelles mesures pourraient être décidées. L'objectif, évidemment, c'est toujours le même, éviter la paralysie des hôpitaux. Plus de 70% des 15 000 lits Covid sont occupés par des malades âgés de 60 ans et plus. Et pourtant, un certain nombre d'entre eux, notamment les plus de 65 ans, refusent de faire leur rappel. Tant pis si leur passe sanitaire est désactivé. La crainte du vaccin est devenue plus forte, comme l'a constaté Nina Droff. Après une immense fatigue lors de ses 2 premières doses, Monique, 79 ans, a décidé de renoncer à la 3e injection. Je me dis encore une 3e fois comment ça va être. Et puis quand je vois dans mon entourage des gens qui sont très très malades, qui ont de la fièvre et tout ça, j'ai pas envie de ça. Conséquence, depuis hier, son passe sanitaire n'est plus valide. Mais comme je ne vais pas au cinéma, ni nulle part, ni au restaurant, Patrick, retraité de 65 ans, n'a même pas cherché à prendre rendez-vous pour un rappel. Pour lui, c'est le début d'un cycle sans fin. 3e dose, après une 4e dose, là ça commence à bien faire. Je me ferai tester quand j'en aurai besoin, mais je vais moins sortir, j'irai moins au restaurant et puis c'est tout. Et pour les retrouvailles familiales à Noël, c'est avant tout grâce aux gestes barrières qu'ils se protégeront.
Comment une famille entière peut-elle basculer dans la radicalité djihadiste? Cette question était au cœur de l'audience au procès des attentats du 13 novembre hier. Et cette famille, ce sont les Klein. Il y a Jean-Michel et Fabien. Ce sont les voix françaises des revendications. Ils sont présumés morts et donc jugés en leur absence. Il y a aussi leur sœur aînée, Anna Diana, et la nièce, Jennifer. Elles sont toutes deux incarcérées et elles ont témoigné depuis leur cellule, de quoi éclairer la cour sur l'engrenage qui les a amenées à basculer dans la radicalité. Gladys Lafitte. Le contraste entre le visage rond et souriant d'Anne Diana Klein, 46 ans, et ses croyances de l'époque est saisissant. Dès les années 2000, toute sa famille bascule dans un islam rigoriste, le seul islam, la vérité absolue. De nous-mêmes, on a été à l'extrême, on est responsable de nos actes, explique-t-elle. Responsable aussi de ce qu'elle pensait au sujet des attentats contre Charlie Hebdo, par exemple. C'était bien fait pour eux, ou encore que le 11 septembre était un complot. Cet embrigadement familial mène tout le monde en Syrie, grand-mère, enfants, petits-enfants, sauf Anne Diana, interpellée en chemin avec 4 de ses enfants. Jennifer, aujourd'hui 30 ans, était déjà sur place. Mariée à 15 ans, elle assume aussi sa responsabilité dans ce qu'on a cru. Je n'ai jamais pensé que mes oncles m'avaient engrainé dans leur secte. Le fait est qu'elle a toujours baigné dans cette idéologie, ce que regrette amèrement sa mère à l'audience. Regret aussi que les frères Klein aient participé à cette monstruosité, je cite, et qu'aujourd'hui décédés, ils ne puissent pas avoir la prise de conscience que moi j'ai eue. La SNCF prévoit un TGV sur 2 entre Paris et Lyon et la Côte d'Azur à partir de demain. Un vendredi synonyme de départ en vacances pour certains, mais le week-end devrait rester perturbé. Autre mouvement de grève en Ile-de-France, prévoyait 2 trains sur 3 en moyenne aujourd'hui et demain sur le réseau Transilien et RER. Voilà, on en reparlera de cette grève à la SNCF qui fait parler dans le journal de 7h30. Avis d'embouteillage également au rayon livres. La rentrée littéraire de septembre est à peine terminée, qu'il faut déjà penser à la suivante, c'est-à-dire la rentrée d'hiver. Oui, sauf que ces livres-là, vous ne les trouverez pas sous le sapin ou alors sous forme de bon d'achat, c'est une idée remarquée parce que la rentrée de janvier arrive et surtout les poids lourds de l'édition comme Welbeck et Beck BD sont annoncés. Nicolas Caro. On ne connaît pas encore le nombre exact, mais la rentrée littéraire de janvier compte en général autour de 400 nouveaux romans. De plus en plus, c'est la saison des poids lourds, ceux qui veulent échapper à la pression des grands prix. L'événement de cette rentrée sera bien entendu le nouveau Welbeck. Un nouveau roman de plus de 700 pages est annoncé pour le 7 janvier, mais aussi la réédition de toute son œuvre en format cartonné et relié. Frédéric Becbédé revient lui aussi avec Un barrage contre l'Atlantique chez Grasset et Philippe Besson avec Paris-Briançon, un huis clos dans un train de nuit. Le Belge, très apprécié et toujours attendu, Thomas Gunzig propose Le sang des bêtes, un court roman très subtil et très drôle. À noter aussi 2 romans, ça y est, ils arrivent sur la crise sanitaire. Vincent Message au seuil avec Les années sans soleil et Journal de la peste chez Bouquin du portugais Gonçalo Tavares. Le championnat du monde féminin de handball, les Françaises affronteront le Danemark demain après-midi à 17h30 en demi-finale. Les Bleus ont battu la Suède hier soir 31-26. L'autre demi-finale opposera la Norvège à l'Espagne. Voilà, la seconde mi-temps, c'était de la littérature aussi. La seconde mi-temps des Bleus, elles ont joué magistralement. Allez les filles, je vais le dire tous les jours jusqu'à ce qu'elles soient championnes du monde. Merci Christophe Lama.